Alors, aujourd'hui, on plonge dans une série de documents vraiment fascinants, centrés sur un roman historique que vous nous avez fait découvrir, Les Enchaînés du Zong. Oui, Et notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ensemble ce qui rend ce récit si puissant. Et tout commence par un son, une image vraiment tirée des toutes premières pages. Ça nous a vraiment saisis. le marteau sur l'enclume. Exactement. Le son rythmé d'un marteau sur une enclume. On est là, dans un village fanti sur la côte de l'Or au XVIIIe siècle, et on voit ce jeune forgeron Kofi qui façonne un pendentif. Pour sa fiancée, Ama. C'est ça. L'ambiance est à la fête, à la promesse. Leur mariage doit unir deux communautés. Et puis, d'un seul coup, tout bascule. Les tambours s'arrêtent et on entend des tirs de mousquet, des cris. C'est une entrée en matière d'une brutalité. C'est une rupture totale et c'est ce qui lance toute l'histoire. Le roman nous prend à la gorge dès le début. Et en fait, il ne nous lâche plus. On va suivre le destin de ce couple, Kofi et Ama, dont la vie est littéralement pulvérisée par cette razzia. Et le parcours est juste vertigineux. Ah oui, on part de leur capture, on traverse l'Atlantique dans les cales de ce navire, le Zong, au nom tristement célèbre. On les suit dans les plantations de Jamaïque et, de façon complètement folle, on les retrouve au cœur de la lutte pour l'abolition de l'esclavage, à Londres. C'est un voyage de l'enfer vers un semblant de lumière, on peut dire. C'est ça. Alors arrêtons-nous juste un instant sur ce monde d'avant, avant le chaos. Les sources insistent beaucoup sur le statut de Kofi et Ama. C'est pas n'importe qui. Non, exactement. Et c'est crucial pour comprendre la suite. Lui est un forgeron respecté. Elle, une guérisseuse reconnue. Ils ont une place, un rôle dans leur communauté. Ils ont une identité forte avant de devenir des esclaves. Et il y a cet objet qui cristallise tout ça. Ce fameux pendentif. Oui, ce n'est pas juste un bijou. Kofi y grave le loiseau Sankofa. C'est un symbole aquin qui est extrêmement Puissant, oui. puissant. C'est cet oiseau qui vole vers l'avant, mais sa tête est tournée vers l'arrière pour regarder d'où il vient. Ce qui veut dire, en gros, puise dans ton passé pour construire ton avenir. C'est dingue de voir comment ce petit objet, forgé au tout début, va devenir le fil rouge de toute leur vie. C'est leur encre. Et lors de la razzia, ce qui est terrible, c'est que les sources décrivent une violence qui n'est pas seulement le fait des Européens. Il y a aussi des intermédiaires africains. Ce qui ajoute une couche de complexité, de tragédie. Tout à fait. Et dans la mêlée, le pendentif est arraché du cou d'Ama. On croit qu'il est perdu, mais dans un réflexe de survie, elle plonge, le récupère, le cache. C'est son tout premier acte de résistance. Un acte presque instinctif. Et puis commence cette marche forcée vers le fort de Cape Coast. C'est à peine descriptible. Les colliers de bois, les carcans. La faim, la soif, c'est le début du processus de déshumanisation. On les traite comme du bétail. Et pourtant, au milieu de cette horreur, il y a ce geste sublime. Ama réussit à glisser le pendentif dans la main de Kofi. C'est un serment silencieux. Oui, comme pour se dire, on est toujours là, on est toujours ensemble. Et cette encre, il va en avoir besoin. Parce qu'après la marche, il y a les cachots du fort. L'humidité, l'entassement et le marquage au fer rouge. Les initiales DY. Pour Duke of York. Là, c'est fini. Il n'est plus Kofi, le forgeron fanti. Il est une marchandise, la propriété de quelqu'un. C'est la négation de son identité. Et juste après ça, c'est l'embarquement sur le Zong et la nouvelle séparation. Les hommes dans les cales d'un côté, les femmes de l'autre. Le peu de réconfort qu'ils pouvaient trouver disparaît. Après l'horreur de la capture et de la marche, on pourrait presque croire que le pire est passé. Mais l'arrivée sur ce navire, le Zong, c'est descendre encore plus profond en enfer, c'est ça. C'est un véritable tombeau flottant. Il faut s'imaginer l'obscurité, totale, permanente. La promiscuité est telle que les captifs sont enchaînés les uns sur les autres, dans leurs propres excréments. La maladie, L'odeur. la puanteur, la chaleur, les cris. C'est un environnement qui est conçu pour briser l'esprit humain. C'est le but. Comment est-ce qu'on survit, même mentalement, à une chose pareille? C'est là que le roman introduit une individu essentielle, un vieil homme, Obadele, qui est enchaîné à côté de Kofi. Et face à cette tentative d'anéantissement, Obadele fait l'inverse. Il transmet. Il raconte les histoires, il rappelle les légendes, la signification des symboles, comme le Sankofa que Kofi porte en secret. C'est une forme de résistance spirituelle. Exactement. Il maintient la flamme de leur culture, de leur humanité, allumée dans le noir absolu. Mais pendant que certains tentent de sauver les esprits, la situation sur le navire, elle, se dégrade de jour en jour. La traversée est plus longue que prévu et L'eau. Le navire vient à manquer d'eau potable.
Et c'est ce qui va mener à la décision la plus monstrueuse de tout le récit. Une décision prise par le capitaine, Luke Collingwood. Oui, et ce qui est glaçant, c'est que ce n'est pas un acte de folie ou de rage, c'est un calcul purement économique. Attendez, je vais être sûr de bien comprendre la logique, si on peut appeler ça une logique. L'assurance du navire couvrait la perte de cargaison en mer, Oui, mais pas les morts de maladie à l'arrivée. C'est bien ça? c'est exactement ça. Et c'est ce qui rend cet événement si abominable. Collingwood se rend compte que beaucoup de captifs sont malades. S'ils meurent à l'arrivée, c'est une perte sèche. Mais s'ils sont perdus en mer pour sauver le navire par exemple par manque d'eau, alors l'assurance rembourse leur valeur. Donc, ils ont littéralement fait le calcul qu'il était plus rentable de jeter des êtres humains vivants à la mer que de les laisser mourir. C'est la déshumanisation poussée à son paroxysme. Les captifs ne sont plus des personnes, mais des lignes dans un livre de comptes, des actifs à gérer. Alors le massacre commence. Le 29 novembre 1781, 54 femmes et enfants sont jetés par-dessus bord. 54! Le 1er décembre, c'est au tour de 42 hommes. Les jours suivants, 36 autres. Au total, 132 personnes, vivantes, sont noyées. C'est presque impossible à se représenter. Derrière chaque chiffre, il y a une vie. Et Amma, dans tout ça, comment elle survit à ça? Elle est épargnée pour une raison aussi cynique que le reste. Elle est utile. Le second du navire, James Kelsall, a remarqué ses talents de guérisseuse. Elle peut donc aider à maintenir le reste de la cargaison en état. Sa compétence la sauve de la noyade. Mais la condamne à être le témoin impuissant de l'assassinat des autres. C'est un cauchemar absolu. Et pourtant, même là, au fond du gouffre, le roman nous offre cette lueur d'espoir incroyable avec le personnage de Kweku. Ah, Kweku, c'est la figure de la résilience ultime. Il fait partie des hommes jetés à la mer, mais contre toute attente. Il réussit à se libérer de ses chaînes sous l'eau et à remonter à bord. C'est un miracle. C'est un quasi-miracle. Son retour sur le pont, c'est un choc pour l'équipage. Et pour les autres captifs, il devient un symbole vivant, la preuve que même face à la mort la plus certaine, la volonté de vivre peut parfois l'emporter. Après des semaines de cet enfer, le Zong arrive enfin en Jamaïque. C'est la fin d'un cauchemar. Mais comme vous le disiez, c'est le début d'un autre. Exactement. Ils sont débarqués, parqués comme des animaux et vendus. Et c'est la séparation, une nouvelle fois. Kofi est acheté par un propriétaire particulièrement cruel, Mr. Montgomery. Et Amma? Amma, elle, est vendue à un autre, Mr. Atherton. Et elle n'est pas seule, elle a réussi à rester avec une petite fille, Akosua, une orpheline du Zong qu'elle a prise sous son aile. On entre alors dans la troisième partie de leur histoire, celle de la résistance sur la plantation. Ils sont séparés, mais ils ne vont pas se soumettre. Et c'est là que leurs compétences d'avant, en fait, vont refaire surface. Oui, et c'est ce qui est fascinant. L'auteur montre comment ils vont subvertir le système de l'intérieur. Kofi, le forgeron, son nouveau maître, a besoin de lui pour réparer les outils, ferrer les chevaux. Donc son art. Ça te fait une arme clandestine. Ça lui donne une excuse pour se déplacer, pour parler à d'autres esclaves, pour observer, pour écouter. Il se cache à la vue de tous. Précisément, il devient les yeux et les oreilles de la résistance. Et Amma fait la même chose avec son savoir de guérisseuse. On l'appelle pour soigner les autres. Chaque consultation est une opportunité. Chaque remède partagé peut être accompagné d'un message, d'une information. Elle tisse une toile de communication invisible aux yeux des maîtres. Ils deviennent les deux pôles d'un même réseau, chacun sur sa plantation. On imagine les rencontres secrètes, les messages codés. Ils préparent quelque chose. Une évasion à Kossi. Oui, une grande évasion. Mais la première tentative, en 1795, est un échec tragique. Le plan est découvert et Kweku, l'homme qui avait survécu aux Zong, se sacrifie pour couvrir la fuite de quelques autres. C'est terrible. Sa mort, après sa survie miraculeuse, devient un autre symbole puissant. Celui du sacrifice. Après cet échec, des années passent. Et en 1801, il y a ce tournant incroyable dans le récit. Un coup de théâtre, oui. Le maître de Kofi, Montgomery, a des dettes et il loue certains de ses esclaves. Par un hasard fou, Kofi a envoyé travailler pour 6 mois sur la plantation d'Atherton, Là où se trouve Amma. là où se trouve Amma. Les retrouvailles. Après toutes ces années, ces rencontres volées, les voilà de nouveau ensemble. Ça a dû être un moment d'une intensité folle. Intense et stratégique. Pendant ces 6 mois, ils ne font pas que se retrouver. Ils travaillent, ils consolident leur réseau, ils affinent leurs plans. Et c'est à ce moment-là que Kofi, qui a gardé le pendentif Sankofa sur lui pendant toutes ces années, Il le lui rend. il le rend enfin à Amma. La boucle est bouclée. La promesse est renouvelée. Et là,
Alors qu'on pense que leur combat se limite à la plantation, leur destin bascule complètement. En 1806, on apprend qu'ils sont affranchis et emmenés en Angleterre. Mais comment c'est possible? C'est le résultat de l'action des abolitionnistes britanniques. Le mouvement contre l'esclavage prend de l'ampleur, des hommes comme Granville Sharp ou Thomas Clarkson se battent pour faire changer la loi, mais ils comprennent qu'ils ont besoin d'histoire, de témoignages. Et l'histoire des survivants du Zong. C'est une arme politique inestimable. Ils deviennent des témoins. Leur corps, leurs cicatrices, leurs récits, tout ça devient des preuves vivantes, des pièces à conviction dans le procès contre la traite. C'est exactement ça. Le roman décrit des scènes poignantes où il témoigne. Kofi qui déboutonne sa chemise pour montrer les cicatrices de son dos, ou la marque DY gravée au fer sur son épaule. Ama qui raconte avec une dignité incroyable l'horreur du massacre. Et leur histoire, couplée aux documents du procès en assurance du Zong, qui avait déjà fait scandale, ça crée une onde de choc. Leurs voix, les voix du Zong, résonnent jusqu'au Parlement. Et ça marche. En 1807, c'est la première grande victoire. Le Parlement britannique vote le Slave Trade Act. Ce n'est pas encore la fin de l'esclavage. Non, mais ça met fin à la traite négrière. C'est un coup énorme porté au système. Et pour Kofi et Ama, c'est le début d'une nouvelle vie, à Londres. Kofi peut enfin rouvrir une forge à lui. Ama devient guérisseuse pour la communauté noire. Leur histoire est même publiée, les voix du Zong. Mais ils savent que le combat n'est pas fini. Non, car l'esclavage lui-même existe toujours dans les colonies. Ils vont donc continuer à militer, à témoigner pendant les décennies. La lutte est longue. Ce n'est qu'en août 1833 qu'est voté le Slavery Abolition Act. La fin de l'esclavage. Enfin, une fin en demi-teinte cependant. La loi prévoit une période de transition, d'apprentissage, qui est une forme d'esclavage déguisé, et surtout elle prévoit une compensation financière énorme. Pour les esclaves, Non, pour les propriétaires, pour leur perte de propriété. c'est le monde à l'envers, on indemnise les bourreaux. C'est le compromis politique de l'époque. Il faudra attendre le 1er août 1838 pour que l'émancipation soit enfin complète et totale. Et ce jour-là, Kofi et Ama, qui sont désormais très âgés, voient l'aboutissement du combat de toute une vie. C'est un parcours absolument vertigineux. En décortiquant ce roman, on se rend compte que l'histoire de Kofi et Ama, ça va bien au-delà d'une simple survie. Ah oui, c'est un témoignage sur la force de l'amour, sur la résilience de l'esprit humain, mais aussi sur l'importance de la mémoire. Le pendentif Sankofa, c'est le symbole parfait de leur histoire. Ils ont constamment puisé dans leur passé, dans leur culture. Pas pour rester coincés dans la douleur. Non, pour trouver la force de forger un avenir. C'est l'illustration parfaite de regarder en arrière pour mieux avancer. C'est un message très fort. Et finalement, ce roman nous laisse avec une question qui résonne bien au-delà de cette histoire. L'émancipation de 1838 met fin à l'esclavage légal, c'est un fait. Mais elle n'efface pas des siècles de déshumanisation d'un coup de baguette magique. Non, et c'est la question finale, celle qui reste en suspens une fois le livre refermé. Comment une société se reconstruit-elle après avoir été fondée sur une telle horreur ? Est-ce que la fin d'une loi marque vraiment la fin de la lutte ? La lutte pour une véritable égalité, pour la reconnaissance de la dignité de chacun. Le roman s'arrête en 1838, mais il nous fait comprendre que pour les descendants de Kofi et Ama, une autre forme de combat ne faisait que commencer.